coup, je le ramène et puis voilà, on cale ensemble les quantités. Et puis si jamais il y a 2-3 petits détails techniques à revoir. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Prêt à Francine. Nous sommes dans un lieu très atypique à Caen. C'est le bar L'Hédoniste. C'est un bar qui est vraiment connu pour son style jazzy et groovy. C'est un lieu vraiment plein de charme et d'ambiance où vous allez pouvoir retrouver des nouveaux artistes et qui est vraiment tourné autour de l'art, aussi bien de la peinture que de la musique. On est aujourd'hui en compagnie de Carole, qui est la fondatrice de la marque Inadea. Bonjour Carole. Bonjour Charlotte. Je vais te laisser te présenter. Qui es-tu et d'où tu viens? Donc je suis Carole, j'ai 31 ans. Donc comme tu l'as dit, je suis la fondatrice de la marque d'Inadea. C'est une marque de prêt-à-porter pour femmes. Je suis d'origine bretonne et sinon je vis en région parisienne depuis 8 ans maintenant. Ok. Et puis j'ai toujours travaillé dans le milieu de la mode. J'ai notamment travaillé en tant que couturière dans les maisons de luxe à Paris. Ok. Avant de lancer Inadea. Donc une bonne expérience avant. Est-ce que justement tu peux nous présenter le concept d'Inadea et nous dire depuis quand existe la marque? Alors, moi je travaille sur le projet depuis janvier 2020, mais j'ai sorti ma première collection en février 2021, donc ça fait à peu près un an. Ok. Et le concept, alors c'est du coup une marque de streetwear. Je propose beaucoup des pièces type sweat, t-shirt, jogging. Mais en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de les rendre très féminins. Donc avec des couleurs, des coupes qui sont un peu plus flatteuses que parfois ce qu'on a l'habitude de voir dans le sportswear, dans le streetwear. C'est vraiment en fait ça, en fait j'ai envie de prouver que c'est possible de porter du sportswear tout en étant Féminine et féminine, voilà. Et élégante. Voilà. Super. Très beau défi parce que c'est vrai que dans le sportswear et dans le streetwear, on a tendance à se dire c'est des vêtements super amples qui mettent pas en avant les courbes ou autres. Et non, c'est vrai que c'est les produits que tu as sortis sont vraiment sympas et ça permet justement de mettre en avant le streetwear féminin, comme on le voit pas souvent. Petite question, pour parler un peu plus de ton histoire, toi personnelle et aussi de ta carrière professionnelle, quel est ton parcours pro? Qu'est-ce que tu as fait avant de créer Inadea? Alors, si je remonte un petit peu, donc j'ai fait mes études, j'ai un DUT en gestion des entreprises et des administrations, et ensuite je suis partie en école du coup de stylisme. D'accord. À Toulouse en 3 ans, donc j'ai un certificat de créateur design de mode. Et ensuite, du coup, je suis venue à Paris pour travailler. Et là, en fait, j'ai repassé mon CAP couture parce qu'en fait, en stylisme, ça a été un peu galère de trouver les emplois que je voulais. Et du coup, en fait, j'ai repassé mon CAP pour pouvoir travailler en tant que couturière effectivement dans les maisons de couture parisiennes. D'accord. Et dans quelle maison de couture tu as travaillé? J'ai travaillé chez Chanel, Yves Saint Laurent, Balmain, Le Marié, j'ai fait un petit peu pas mal, ouais, plusieurs maisons parce que du coup j'étais en intérim. Ok, super. Et donc tu faisais toutes les coutures en fait, on faisait les prototypes qui défilaient. D'accord, ok, super. Donc c'était vraiment uniquement pour les défilés. Oui. Et donc Bretagne, Toulouse, Paris, t'as fait carrément la carte de France là. Ouais, j'aime bien voyager en France. Et donc là, tu t'arrêtes à Paris, c'est où? Peut-être je bougerai encore, je sais pas. Ensuite, je voulais savoir aussi comment tu as eu l'idée de te lancer dans une aventure entrepreneuriale et aussi de créer Inadea. Alors, l'aventure entrepreneuriale, ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. En fait, je pense que depuis que je suis enfant, même ado, je m'étais toujours dit qu'un jour je créerais un truc à moi. C'était plus en fait le fait que j'ai pas l'impression d'être à ma place en tant que salariée. D'accord. Et en plus, autour de moi, dans ma famille, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs, alors plutôt commerçants, des choses comme ça, mais voilà, j'ai toujours eu un peu cette envie. Et puis, forcément, travaillant dans le milieu de la mode, dès le début, même durant mes études, pour moi, c'était un peu le but final, c'était de créer ma marque, quoi. J'avais envie de travailler avant pour avoir de l'expérience et justement un peu voir ce qui se faisait et avant de me lancer, et puis mais c'était vraiment mon but ultime. Super. Et comment tu as eu l'idée de nommer ta marque, si je peux dire, Inadea? Alors, Inadea, c'est un nom que j'ai trouvé lors d'un projet pendant mon école en stylisme. Okay. C'était un projet de lingerie.
à la D'accord. base, donc du coup c'est pour ça que je cherchais vraiment quelque chose de très doux, très féminin. Et en fait j'ai fait un petit brainstorming de noms de déesses grecques, romaines, et voilà, à force de mélanger les chercher, suffixes des syllabes, je voulais quelque chose de court, et donc du coup bah, ça a terminé en Dea, ça veut dire déesse Ok. en italien et latin, et Ina, ça vient d'une déesse polynésienne qui symbolise la force féminine. D'accord. Donc ouais, vraiment un nom qui met en avant la féminité. Ouais, vraiment, Dans tous du les coup, côtés. ouais, je le répète souvent. Ok, super sympa. Euh, Ensuite, oui, je voulais savoir aussi, aujourd'hui, donc les produits que tu proposes sont référencés sur le site du Prêt-à-Penser. Donc ça veut dire aussi que tu mets un point d'honneur à fabriquer tes produits 100% en France de façon éco-responsable. Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre en avant et de défendre ces valeurs-là? Alors du coup, le côté éco-responsable, c'est vrai que moi, pendant mes études dans la mode ou quand j'étais dans les grandes maisons de couture, c'est vrai que le côté éco-responsable, enfin, en fait, j'en entendais même pas parler. Oui. C'était même pas un sujet en soi. On n'avait pas connaissance des effets néfastes de la mode qu'on sait aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai qu'au moment où je me suis dit, je lance ma marque, bah, du coup, moi, dans ma vie personnelle, du coup, j'avais déjà commencé enfin, voilà, à être plus, on va dire, un peu plus éco-responsable Ouais. dans la vie de tous les jours. Et du coup, bah, je me disais, c'est pas possible que je lance, entre guillemets, une énième marque qui pollue. Ouais. Et même, ça m'a un petit peu découragée sur le moment, parce que je me suis dit, moi qui veux être de plus en plus écolo, bah, je peux pas genre, me lancer dans quelque chose qui est un désastre. Ouais, créer une marque qui te ressemble pas. Et puis en fait, en tant que consommatrice, je me suis rendu compte que bah, moi j'adore la mode, et c'est vrai que c'est quelque chose que c'est difficile en fait, à stopper complètement si on veut vraiment être éco-responsable. Donc du coup, je me suis dit qu'en fait ça me manquait. Il y avait plein de choses à faire dans ce marché-là, et je me suis dit, bah, en fait, je vais proposer, je vais faire ma marque, mais du coup, je vais aussi allier ce côté éco-responsable. Et du coup, pour moi, les deux grands piliers, c'était la fabrication locale et utiliser des matières écologiques aussi, parce que souvent, souvent les marques elles font soit l'un soit l'autre. C'est vrai que c'est difficile de combiner les deux. Ouais. Et donc voilà. Après, au début, pour le fabriquer en France, je m'étais dit soit en France, soit dans des pays limitrophes. Il y a beaucoup de Portugal, il faudrait beaucoup, et ça reste quand même assez proche. L'Europe est quand même pas très grande. Et puis en fait, j'ai fait le salon Made in France, et j'ai rencontré voilà, plusieurs usines qui me plaisaient bien. Et puis en plus, c'est vrai que c'était là pendant la période du Covid. Donc on pouvait pas beaucoup se déplacer, donc c'est vrai qu'il y a eu le côté aussi pratique. Voilà. Et puis comme en plus je suis très pointilleuse sur la qualité, j'aime bien être tout le temps là. Mon fabricant il en peut plus de moi, je viens tout le temps le voir. Du coup en fait je me dis que c'est pas plus mal que là je suis à 2 heures, à 2 heures de chez moi, un peu plus de 2 heures de chez moi, c'est à 3. Pouvoir aussi être sur le terrain, échanger avec lui, voir peut-être les produits dans les premiers prototypes sortis, les premières productions, et pouvoir faire son retour aussi plus rapidement. Oui, c'est ça. En fait, tout se fait assez rapidement, parce que du coup, on fait tous les rendez-vous, enfin les gros rendez-vous. Je fais un rendez-vous avec lui pour le lancement des prototypes. D'accord. C'est moi qui amène, parce que du coup, c'est moi qui fais mes premiers prototypes, et du coup, j'amène mes patronnages, j'amène ce que moi j'ai fait, et en gros, je lui dis de refaire. Et du coup, on fait un premier rendez-vous en direct ensemble, où du coup, on regarde tous les détails ensemble. La modéliste, elle note tout, et après, moi, j'amène toutes les matières, les fournitures, et du coup ils font mes protos, et après je retourne pour le lancement de prod pour donner aussi, j'amène aussi ma matière, ce qui manque. Parfois c'était livré directement chez eux quand c'est des grosses quantités, quand parfois c'est des petits trucs que moi j'ai acheté à Paris, du coup je leur ramène, et puis voilà, on cale ensemble les quantités, et puis si jamais il y a 2-3 petits détails techniques à revoir, et du coup maintenant ça se fait assez facilement, surtout que là c'est la 3e collection que je viens d'annoncer. Donc on commence un petit peu à être rodé, il y a des choses techniques qui se ressemblent en fonction du modèle, donc c'est vrai que ça va de plus en plus vite, et j'apprécie beaucoup la relation que j'ai avec mon fabricant, qui m'aide aussi sur plein d'aspects, que ce soit sur l'aspect technique ou même aussi global, sur sa vision des choses de la mode, parce qu'au final il en voit plein passer des créateurs, donc il me donne aussi ses petits conseils, sa vision des choses, et du coup c'est c'est bien surtout d'avoir quelqu'un du domaine qui conseille aussi sur les produits, sur ce que tu entreprends, sur
choix aussi. Ouais. Et puis bah en fait moi, ayant travaillé dans les maisons, dans des grandes maisons à Paris, bah c'est vrai que en plus on se retrouve parce que lui du coup il a fabriqué pour certaines maisons, il a fabriqué notamment pour Balmain, et du coup bah on se retrouve en fait un peu dans ça et puis dans le degré de qualité aussi parce que du coup je connais ces marques-là, je sais aussi c'est quoi leur degré de qualité, donc s'il me dit qu'ils fabriquent pour eux, bah je sais que je peux faire confiance. C'est vrai qu'au début ça a aidé pour la confiance. Et puis après, ça te donne aussi à toi un certain gage de qualité, de savoir qu'il a fabriqué pour des maisons qui sont assez exigeantes, j'imagine, en termes de qualité, de cahier des charges. Oui. Bon, maintenant que j'ai testé et approuvé, donc c'est bon, mais c'est vrai qu'au tout début, ça me suffit. Ouais, j'imagine. Et t'as eu du mal à trouver ce fournisseur-là ou ça a été assez facile? Ça n'a pas été trop compliqué en fait du coup j'ai fait le salon du Made in France, pas le salon du Made in France parce qu'il y a deux salons, il y a le salon professionnel où là du coup en fait c'est tous les fabricants français qui vient de c'était là la semaine dernière et donc je crois que c'est début avril et en septembre il me semble il y a 2 éditions et du coup il y a beaucoup de fabricants français, alors ils sont pas tous là je pense pas, mais il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'était plus facile de faire en direct parce que ils sont pas très bien référencés sur internet, donc c'est pas comme le reste où on peut tout taper sur internet et tout trouver. Et puis tout de suite c'est plus facile de parler directement aux personnes, ils nous disent direct oui, non. Et en gros j'avais fait un petit tour, j'avais fait à peu près une liste d'une dizaine d'usines qui potentiellement avec qui je pourrais travailler. J'ai réfléchi un petit peu, j'avais posé des questions un peu basiques, c'est quoi vos premiers prix, genre un t-shirt complètement basique, c'est quoi votre prix, alors ils ne les donnaient pas tous, mais j'avais à peu près des fourchettes, voilà, les minimums de quantité, tout ça, et puis en fait après j'ai fait ma petite sélection, j'en ai repéré 4-5 on va dire dans les dizaines, je les ai téléphoné, et bizarrement toutes les femmes que j'avais au téléphone ils m'ont dit non, donc c'était assez, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à du coup un peu plus de on va dire, je sais pas. Et en fait, elles avaient tendance à me décourager. Enfin, j'ai appelé, je me rappelle plus c'est quelle usine, mais j'ai téléphoné et direct, quand j'ai dit que du coup je lançais ma marque et tout ça, ça a été en mode mais vous êtes au courant que ça coûte super cher, que c'est quasiment impossible. Enfin, en mode elle disait vous vous rendez pas compte dans quoi vous vous lancez, et j'étais là bah si je me rends bien compte, mais du coup a énormément me découragé. Enfin moi ça m'a pas donné envie de travailler avec eux. J'ai bien senti, c'était là essayer de rappeler à telle heure pour avoir un tel, mais je sentais bien que je ne sais même pas rappeler. Alors que les deux autres ils m'ont dit oui direct, en mode ils m'ont calé un rendez-vous. Quand j'ai dit que je me déplaçais pour les rencontrer, ils m'ont dit oui direct. Mais c'est important de travailler avec des gens aussi qui ont de l'intérêt pour ce que tu entreprends et ce que tu fais. Ouais. Et donc pour le critère éco-responsable, avec quelle matière travailles-tu? Alors je travaille principalement avec le coton bio, et pour la 90% on va dire de ce que j'utilise c'est labellisé GOTS. Du coup j'ai travaillé avec 2 fournisseurs, un allemand et un français. Et celui allemand du coup son tissu vient de Turquie. Il y a beaucoup de coton bio GOTS en Europe, c'est beaucoup la Turquie. Et mon fabricant français qui du coup tisse en France, après je sais plus d'où vient le fil, mais du coup c'est du fil aussi GOTS, mais lui il a pas la labellisation. C'est un peu complexe, mais du coup j'utilise avec ces 2 fournisseurs-là, mais je travaille principalement avec celui qui est allemand, qui fait du coton bio GOTS parce qu'il a beaucoup de couleurs et il y a un large choix. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait je m'y retrouve un peu plus aussi au niveau des quantités, au niveau des prix. Oui, parce que c'est vrai qu'en termes de prix et en termes de traçabilité, c'est important de savoir un peu d'où vient le coton GOTS, le coton bio certifié GOTS. Voilà, c'est ça en fait l'avantage de la labellisation, c'est que du coup, c'est un gage de confiance, et parce qu'en vrai, les fournisseurs, c'est hyper compliqué de demander la traçabilité. Parce que moi, par exemple, mon fournisseur allemand, au final, c'est des commerciaux que j'ai au téléphone. C'est pas donc même eux, en fait, ils savent. Enfin, quand je leur pose des questions à eux, c'est pas où ils donnent du coup ce qu'il y a sur internet qu'on trouve. Ils donnent pas beaucoup plus, donc c'est vrai que ça reste compliqué, mais au moins du coup la labellisation GOTS, ça certifie qu'il y a un contrôle en tout cas. Tout à fait. Il y a un contrôle qui est fait. Après, pour ton fournisseur allemand, si déjà le coton est labellisé GOTS bio et fait en Turquie, donc dans l'Union européenne, déjà ça apporte davantage de sécurité et de qualité à la matière première, plutôt qu'un coton bio qui a été fabriqué en Asie, en Chine, et qui a fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver.
et d'être Ouais. utilisé pour fabriquer. Et puis en plus, du coup, la labellisation GOTS, ça garantit à la fois le côté bio et puis le fait que ce soit éco-responsable, mais aussi ça garantit aussi tout l'aspect humain, en fait, que les salariés n'ont pas été exploités et tout ça. Donc ça aussi, c'est vrai parce qu'après, il y a des entreprises qui travaillent très très bien aussi en Asie, mais c'est vrai que en fait, le problème, c'est le contrôle, quoi. Surtout en tant que petite marque, moi je me voyais pas, ne connaissant pas du tout, en fait, l'Asie, ne connaissant pas ce pays-là et n'ayant aucune relation là-bas, je me voyais pas demander du tissu là-bas ou travailler avec une usine là-bas parce que je sais que je me serais fait avoir, en fait, parce que moi toute seule, j'aurais pas pu aller voyager là-bas, et même si j'aurais été une fois vérifier, je sais pas, j'ai aucune garantie derrière qui font ce qu'ils disent. Donc après je sais qu'il existe des labels aussi pour surveiller un peu. Il y a des labels aussi pour les usines, donc pour le coup ça je ne connais pas. Ouais, il y a des labels aussi qui certifient les usines, mais c'est pareil, c'est un peu des labels. GOTS, c'est quand même un label qui est aujourd'hui mondial, si on peut dire, qui a vraiment une garantie sur, comme je disais, l'éco-responsabilité, mais aussi surtout sur l'éthique, sur le fait que les personnes travaillent dans des conditions correctes, que la plante, donc le coton, est vraiment issu d'une agriculture biologique et traité, et justement n'est pas traité et résulte vraiment de sols qui n'ont pas eu de pesticides, d'engrais chimiques, etc. Et il y a d'autres labels qui existent, mais c'est des labels étrangers où en général on a moins de regard dessus, on ne sait pas. Il y a beaucoup de fraude dans ce domaine-là quand même. Ouais, je pense que malheureusement on ne peut pas tout contrôler. Alors je pense qu'après, dès lors qu'on essaie tous de faire au mieux à notre échelle, je pense que si tout le monde déjà faisait ça, je pense à toutes les strates, je pense que ça irait beaucoup mieux. Mais voilà, c'est compliqué, surtout en tant que petite marque. Je pense qu'après, quand on arrive à se développer, on peut mettre un peu plus de moyens, un peu plus de contrôle. Et on pèse un peu plus aussi parce que c'est vrai que même moi parfois je suis un peu gênée parfois de poser des questions. Je sais très bien que soit ils vont pas forcément le dire parce que en fait je suis rien pour eux en tant que client, je suis genre même pas 0,01% de leur chiffre d'affaires, donc en fait si je suis pas contente et que je m'en vais, ils se fichent un peu. Donc c'est ça aussi en tant que marque qui est compliqué, c'est que notre voix elle est pour l'instant, elle n'est pas énormément entendue. C'est ça. Alors ensuite, quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer lorsque tu as voulu créer ta marque? Les plus gros problèmes en fait que tu as rencontrés qui t'ont ralenti dans ta progression, si je peux dire. Je pense que c'est le Covid. Hein. Bonne réponse. Là, pour le coup, je pense que j'étais dans le bon timing parce que j'ai commencé vraiment à, moi, personnellement, m'y mettre à 100% en janvier 2020. Donc c'est vite arrivé. Et puis du coup, en fait, justement, j'avais tout calé à peu près en fonction des salons. Salon du tissu, salon du Made in France, pour pouvoir aller voir les fabricants. Donc j'avais un peu tout calé mon planning par rapport à ça. Donc normalement, je devais sortir la première collection en septembre 2020. Et du coup, j'avais prévu d'aller au début avril au salon du Made in France et tout était annulé. Donc en fait, j'ai tout redécalé, j'ai refait en fonction du coup de la réouverture des salons. Mais j'avais eu la chance d'avoir les salons du tissu où c'était au mois de janvier, donc j'avais pu y aller avant ça. Pour le coup, les fournisseurs de tissu, j'avais réussi à trouver. Et du coup, mon fabricant, en fait, c'était un peu ça qui me manquait et j'ai attendu du coup septembre qu'il réouvre le salon. Pour aller voir et rencontrer. Ouais, parce qu'en plus, du coup, pendant toute la période du premier confinement, eux, ils étaient à fond dans les masques, donc c'était pas à ce moment-là que j'allais les appeler et les déranger, donc... Donc voilà, donc j'ai attendu et j'ai tout décalé de 6 mois, donc ça a été la plus grosse difficulté du départ. Et la deuxième, ça a été que du coup, mon fabricant avec qui je travaille actuellement, c'était pas mon premier... j'ai eu une première expérience avec un autre fabricant, tu sais, entre les deux, du coup, que je t'avais dit. Et on s'est arrêté au prototypage, parce que du coup, ça s'est pas bien passé. Et je pense que ça a été du coup la deuxième plus grosse difficulté, c'est... du coup, cette relation qui se passait pas très bien, parce qu'en plus c'était pendant le deuxième confinement, donc on faisait tout à distance, par téléphone, et c'est vrai que beaucoup de choses à l'oral. Quand j'ai reçu les premiers protos, j'étais pas satisfaite de la qualité. Et du coup, en gros, il m'a dit que, il a voulu arrêter de travailler avec moi, parce que du coup, moi, je lui ai demandé de refaire, mais au mieux. Oui, forcément. Et du coup, lui, il m'a dit qu'il avait déjà passé trop de temps, et que j'avais un degré de qualité trop élevé. Pour lui, et il m'a dit c'est impossible de trouver aucune usine qui accepte ce degré-là de qualité. Sinon, il faudra passer plus cher ou faire du luxe, de la haute couture. Je crois que t'as bien réussi, non?
Bah finalement ça a été pas tout. Mon deuxième fabricant, bah pour le coup, mon deuxième fabricant, je savais déjà qu'au niveau de la qualité, il y allait avoir moins de soucis. C'est parce que du coup, le premier, en fait, m'avait proposé de faire la broderie Nadia, mon premier sweat, en fait, le premier sweat rosa. En fait, c'est du tissu et avec une piqûre, en fait. Et c'était moi qui l'avais faite et je pensais pas la sortir comme ça parce que je m'étais dit que ça allait être compliqué en termes de fabrication et ça allait me coûter très cher. Et en fait, ce premier fabricant là m'avait proposé de le faire. Il m'a dit, moi, je vais réussir à faire un process pour le faire. Ça faisait aussi joli et pour moi, c'était un peu tout rien. Alors que du coup, celui avec qui je travaille aujourd'hui m'avait dit direct, bah non, nous, on fait pas ça. Mais pour le coup, il avait été honnête, quoi. Ouais. En mode, on fait pas ça, vaut mieux que vous fassiez de votre côté. Et du coup, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Il a découpé tous mes devants, je suis allée les récupérer, j'ai toutes fait mes broderies, on a eu 55 à faire. J'ai fait en une semaine. Et, du coup, je vais redonner. Ok. Et est-ce que tu as eu d'autres obstacles à part le Covid, le problème justement de fournisseurs et de cohérence dans la qualité que tu recherchais? Je dirais que maintenant, ma plus grosse difficulté, c'est la communication. Ouais. C'est mon gros point noir que j'ai. Ça fait 1 an que je cherche des solutions et j'arrive toujours pas à trouver le truc. En fait, comme du coup, c'est moi qui crée les vêtements, je les design, je fais le patronage, ça, je passe beaucoup de temps. Ouais. Du coup, j'ai pas énormément de temps pour travailler tout, les réseaux sociaux, Instagram, ouais. Ça demande beaucoup de temps, c'est très chronophage. Alors, ça dépend des périodes, mais du coup, j'ai des périodes où je peux pas du tout, en fait, y être. Et en vrai, il faudrait quelqu'un qui m'aide. Alors, du coup, j'avais pris des freelances l'année dernière, mais c'est vrai que soit au bout d'un moment, ça pêche en termes de budget, forcément, parce que j'ai pas encore énormément de budget à allouer pour payer une personne à 100% là-dessus. Et du coup, en fait, c'est cet équilibre-là entre deux. Trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, mais du coup, pas trop pour pas que ça me coûte. C'est ça que j'ai toujours pas trouvé la solution. Bah, franchement, tu trouveras. Après, c'est vrai que c'est les rencontres aussi et c'est les réseaux qui fait que des fois, on tombe sur des personnes qui vont nous aider. Il faudrait trouver, comme tu dis, un entre-deux. Peut-être quelqu'un en freelance ou peut-être quelqu'un qui t'aide seulement quelques jours par semaine. Ouais, c'est ça, parce que du coup, j'avais des freelances avec qui ça s'est très bien passé, mais en fait, ils me donnaient des conseils pour appliquer, donc il n'y avait pas de souci. En termes de stratégie, c'était très bien. Donc en fait, en vrai, dans la pratique, moi, j'avais pas le temps de le faire, en fait. Donc, elles avaient de très bonnes idées, mais j'avais personne pour les appliquer derrière, et elles, du coup, enfin, ça aurait coûté trop cher si c'était elle qui le faisait tout le temps, parce que du coup, Instagram, il faut tout le temps, toutes les semaines, 2 fois par semaine, donc ça demande du temps, ça demande aussi de la créativité, ça demande aussi d'avoir du contenu. C'est pas simple et je comprends que ce soit pas facile parce que c'est vrai que tu es sur plein de choses en même temps. Et le prototypage, c'est quand même hyper important parce que si t'en as pas, tu sais pas ta collection. C'est ça en fait, c'est que moi je me focus beaucoup là-dessus. Et pour moi c'est un peu le nerf de la guerre. Pour moi c'est le principal, c'est d'avoir un bon produit. Et je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup la com. Vous savez que je privilégie d'abord le produit et après je communique. Bon, c'est forcément la meilleure stratégie en termes économiques, mais pour moi c'est ce que j'aime faire en plus. Donc et puis moi c'est mon but en fait, sortir des produits quali très bien pensés, et voilà, où j'ai passé du temps dessus, où j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute ma créativité et j'ai pas envie de bâcler les choses. Et là ce que je vois au fur et à mesure, c'est que la dernière collection j'ai dû la sortir en à peine 2 mois et ça m'a un peu frustrée. Pour le coup je m'y suis mis à fond, donc j'ai passé beaucoup de temps, mais j'ai passé beaucoup de nuits, et sauf que ça a été limite un peu trop. Ça demande quand même beaucoup de temps. Et donc là, dans la nouvelle collection, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme pièce? Alors, dans la nouvelle collection, j'ai fait des tops. Alors, j'ai décliné, j'ai un t-shirt basique blanc et un autre fuchsia, où du coup, j'ai aussi apposé un logo que j'ai moi-même dessiné. Super. Et puis, j'ai un petit débardeur qui reprend un peu aussi les coutures avec les passepoils que j'avais dans la dernière collection hiver, notamment avec le sweat Théa noir avec les empiècements beige. Donc j'ai un peu ce détail-là qu'on retrouve. J'ai une robe et puis un short aussi. Et puis ce sweat que j'ai. Très bien. Voilà, très summer vibe. Un peu, les couleurs fuchsia, blanc, gris. Pour mettre du soleil un petit peu, et de la couleur dans notre quotidien. Et du coup, je me suis inspirée de la ville de Biarritz, parce que du coup, je suis allée un peu me repousser là-bas. Sympa.
pour la créer. Je suis passée une semaine, j'ai fait tous mes dessins là-bas. Et ça t'a bien inspiré? T'étais contente? Ouais, franchement, en fait, c'est ça, avec toute l'année 2021 qui a été très, très casanière, en vrai, j'arrivais plus du coup à créer. Je me sentais un peu enfermée chez moi. Et puis en plus, c'est ça, chez moi, j'ai un peu mes réflexes de tout le temps regarder mes mails, de regarder mon ordinateur. Et la journée passe super vite. Et en fait, je me rendais compte que je n'arrivais pas à m'y mettre vraiment à dessiner. J'avais vraiment besoin de me mettre en off, de faire que ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je parte une semaine toute seule. Et ça faisait très longtemps que je voulais aller à Biarritz et j'ai plein de fois manqué d'y aller. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Je cherchais du coup une ville en bord de mer, forcément, pour collection été. Et puis comme ça faisait longtemps que je voulais y aller, je me suis dit, c'est l'occasion. Et j'ai passé une semaine toute seule et du coup, j'ai adoré. Ouais, c'est chouette. Et on va bientôt du coup pouvoir retrouver les produits sur le prêt-à-penser. Là, pour l'instant, c'est en précommande, il me semble. Ouais, c'est en précommande du coup sur mon site à moi. Ça se termine du coup le 10 avril. Et donc, ça sera en précommande encore parce que du coup, la production se fait du coup entre le mois d'avril et le mois de mai. Ok. Donc normalement, ça finit vers fin mai, début juin. Je me suis laissé une petite sécurité aussi parce qu'on sait jamais trop les aléas. Voilà, j'ai déjà une petite rupture de stock sur un tissu, donc on va essayer de faire plus court avec le fabricant, mais il y a toujours des petits couacs, il y a toujours des petits trucs. Voilà. Puis après, j'ai les impressions pour du coup ce fruit-là et les t-shirts, donc je suis contente de pouvoir le faire parce que je fais avec un atelier parisien. D'accord. Les impressions. Oui. Bon, on a hâte de voir cette nouvelle collection. Et autre question, dans tout le lancement justement de tes collections, dans la création même de A à Z d'Inadea, est-ce que tu as fait appel à des organismes extérieurs? Est-ce que tu as intégré par exemple des incubateurs? Est-ce que tu es en contact avec CCI ou autre? Est-ce que tu as des organismes pour aider? Alors, pas vraiment. Alors, j'ai été dans un groupe d'entrepreneurs l'année dernière où j'avais... alors, ça m'a bien aidé sur la partie... on va dire moins se sentir seule. Il y avait des petits cours et tout ça. C'était une petite entreprise qui faisait ça. Mais après, j'y suis partie parce que en fait, c'était pas comment dire, c'était pas des entrepreneurs vraiment dans le milieu du produit, de la mode. Et du coup, il y avait plein de choses que je n'y retrouvais pas. D'accord. Et du coup, j'ai préféré arrêter. Mais sinon, ça m'avait beaucoup aidé au début. Quand tu t'es lancé. Confiance. Ouais, c'est ça. En fait, le côté aussi, ne pas se sentir seule. Mais c'est vrai qu'au tout début, je travaillais pas avec beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, je travaille avec vous. Je travaille avec, j'ai d'autres marketplaces, je travaille avec d'autres partenaires. Et c'est vrai que, du coup, maintenant, je me sens moins seule parce que j'ai vraiment l'impression de travailler, du coup, avec plusieurs partenaires, que ce soit maintenant avec mon fabricant aussi, avec lequel maintenant je connais bien. Donc c'est vrai que j'ai moins ce manque. Et puis j'ai mon mari Vincent qui m'aide de plus en plus en fait en off, enfin le week-end parce qu'il a son boulot à côté. Mais du coup il a aussi, quand il est en télétravail, on travaille côte à côte. Donc je me sens moins seule que quand je me suis lancée en janvier 2020 où du coup le télétravail ça n'existait pas. Donc je me sentais vraiment, j'avais l'impression que j'étais la seule à travailler toute seule chez moi. Donc c'est là à ce moment-là j'avais eu un peu ce besoin de rencontrer d'autres entrepreneurs. Puis là maintenant je connais aussi d'autres créateurs de mode qui sont comme moi. J'ai rencontré Who's Next que j'ai rencontré aussi via les marketplaces. Donc c'est ça, je suis moins seule maintenant. Plus entourée. Voilà. Où en est aujourd'hui la marque Inadea depuis le lancement, donc maintenant plus d'un an avec? Ouais, un peu plus d'un an. Du coup, là, je viens de sortir la 3e collection. Plutôt sympa. J'enchaîne. Je sais pas si je continue à enchaîner comme ça, mais sinon, où ça en est, du coup, c'est vrai que j'ai intégré tout ce qui est marketplace fin d'année dernière, donc là, ça commence un peu à bouger au niveau des ventes. Je commence à avoir des visites un peu sur le site déjà. Ça se développe un peu. C'est ça, avant c'était plus moi qui amenais le trafic, maintenant ça commence du coup un petit peu à, on va dire, organique, que ça vienne un petit peu tout seul. Donc ça c'est pas mal. Et puis j'essaye de développer le côté physique. Ouais. Donc là ça fait pas très longtemps, je viens d'être présente dans une grosse boutique à Lille qui s'appelle Grand Playground et qui est un gros concept store. Qui est super sympa. Donc pareil, c'est tout récent, donc je vais voir comment ça se passe, mais du coup j'ai un peu de stock là-bas. Sympa. Vraiment développer aussi la présence en physique. Ouais, parce que j'ai quand même eu cette impression qu'il y a
qu'en ligne, il y a quand même pour certaines personnes, hein, pas tous les clients, mais que pour certaines personnes, ça reste encore un petit frein, surtout quand on ne connaît pas la marque. Et que, parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques de dropshipping, de choses qui sont faites, qu'on ne sait pas d'où ça vient, beaucoup de greenwashing. Donc je pense qu'en plus, quand ça reste un budget assez conséquent, que je pense que quand ça reste 10 euros, les gens n'ont pas trop peur et ils se disent bon, au pire c'est nul, c'est pas grave, je le renvoie, ou voilà. Quand c'est un budget, je pense que les gens réfléchissent à 2 fois. Donc je pense que le fait aussi d'avoir une petite présence physique, de prouver qu'on est présent en physique, forcément, déjà on peut pas être du dropshipping si on est en boutique physique, c'est compliqué. Et donc ça instaure un peu, je pense, la confiance. Donc, relation, c'est vrai, de transparence et de confiance, je trouve. Ouais, c'est important la présence en physique. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite entreprendre dans le domaine de la mode éco-responsable? Alors je dirais en premier, aller dans les salons, en première vision, trouver les tissus. Et je sais qu'en plus j'ai vu récemment qu'au salon là, celui qui vient d'avoir lieu, le salon du Ménifrance, il y a le fondateur du site français qui propose son aide justement pour aider à travailler avec des usines françaises. Donc je sais pas après comment ça se passe, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose au salon. Alors peut-être il y a une 2e édition au mois de septembre, peut-être qu'il le refera, je sais pas. Faut s'en mettre patience, il faut sélectionner les stands avant sur le site. Faut pas y aller comme ça, parce que genre, je sais même pas, il y a des millions de fournisseurs, donc de toute façon c'est impossible de tous les faire. Mais sur le site de Première Vision, on peut sélectionner avec justement les pays, l'origine, si c'est des matières éco-responsables, bio. On peut faire une petite sélection et il faut sélectionner avant d'y aller. Ça, c'est le gros conseil que je donne. Et après, il faut pas hésiter. Enfin, en fait, moi, ça me faisait très très peur, par exemple, de parler aux gens au tout début. Enfin, c'était con, mais je m'en faisais toute une montagne d'aller sur les stands de Première Vision. J'étais en stress total. Et en fait, non. Après, il y a des gens qui sont assez à l'aise naturellement. Mais il faut pas avoir peur, sachant qu'en plus, en fait, la personne en face de nous, elle sait pas ce qu'on va faire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais donner comme autre conseil? Une phrase, le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris un peu au fur et à mesure, c'est-à-dire quand on commence à travailler un projet, surtout quand il est encore dans l'ombre, parce que bon, après une fois que c'est sorti, bon, il y a d'autres problématiques, mais c'est un peu différent, mais quand on est encore dans l'ombre, on a ce côté qu'on a l'impression que du coup on peut tout faire, on peut tout peaufiner, mais sauf qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, quoi. Et du coup, c'est ça, le côté, à la fin, à vouloir que tout soit parfait. Bon, en fait, on n'en finit plus et on sort jamais. Et à un moment donné, il faut se lancer, même si c'est pas parfait. Et en fait, c'est après qu'on peaufine. Et en plus, les retours des clients, les retours des gens, de nos proches, permet en fait justement de peaufiner les détails. Et puis en fait, on le fait tout le temps, quoi, au fur et à mesure de l'aventure. Ça s'améliore. C'est ça, donc faut pas avoir peur de lancer quelque chose qui est pas parfait en fait. Donc il y a parfois ces petits détails là dans la mode éco-responsable qui donnent des critères un peu comme ça très arrêtés, qui parfois sont un peu frustrants et un peu décourageants, mais bon c'est pour ça que après je communique pas énormément au final sur la partie éco-responsable, parce que je veux que d'abord les gens viennent pour le style, pour les produits, et en fait pour moi c'est le bonus, pour moi en fait c'est ce que moi j'apporte, c'est le côté éco-responsable, mais pour moi le client il vient pour mes produits, et comme ça aussi ça permet aussi en fait les personnes qui achètent mes vêtements, c'est pas forcément des personnes qui à la base recherchent quelque chose d'éco-responsable, donc j'ai l'impression aussi de gagner un peu ce terrain là, parce que en fait il y a des personnes mentir, qui s'en fichent encore. Et je pense qu'il y en aura encore pendant longtemps. Et donc en fait, pour moi, c'est un peu une victoire aussi de vendre un vêtement à quelqu'un qui s'en fiche, que ce soit du Made in France ou du coton bio. C'est juste que il adore le vêtement, il adore. Enfin, en vrai, pour moi aussi, c'est une petite victoire, et c'est pour ça que je suis pas toujours super arrêtée sur ces points-là. Je pense qu'il faut rester l'esprit ouvert, comme dans tout sujet. Oui, et puis c'est surtout que c'est une tendance en plein développement, donc il faut rester aussi ouvert aux opportunités, rester ouvert aussi aux fournisseurs et aux améliorations qui en sont. C'est ça, et puis on peut pas être parfait, donc c'est ça, en fait, il y a des organismes et tout qui du coup se nous pointent du doigt, enfin si on fait le moindre écart, sauf qu'à un moment donné, moi j'estime que quand même que je fais déjà des gros efforts, et ça me coûte financièrement pour fabriquer mes vêtements, donc à un moment donné il y a des petits détails malheureusement que je peux pas encore faire. C'est sûr, j'ai plein d'axes d'amélioration, mais pour le moment c'est pas possible déjà financièrement. Et donc voilà, puis ça se fait au fur et à mesure. C'est normal.
Je pense qu'il Chaque chose en son temps. Il y a des grandes marques qui gagnent des millions qui pourraient faire des efforts à qui on pourrait plus aller taper sur les doigts plutôt que de taper sur les doigts sur les petites marques. Mais bon. Ça, c'est que tout le monde mettrait un petit peu la main à la pâte et changerait un peu sa façon de faire. Ça modifierait quand même beaucoup de choses dans la consommation des produits textiles en général et ça changerait un peu la vision aussi de la mode sur ce côté-là. Je pense que le principal, c'est de faire surtout les choses avec passion. Enfin, la passion aussi, c'est... pour moi, c'est après quand on lance, surtout dans la mode, quand on lance un projet, si on n'a pas la passion, j'ai envie de dire ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. parce que c'est, l'entrepreneuriat, c'est dur, même dans tout domaine. Et alors, dans le milieu de la mode, je dirais pas pire, parce que je connais pas tous les domaines, mais il y a des grosses difficultés. Et si on n'a pas la passion, on ne tient pas, je pense, en fait, sur la durée. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré un peu pour créer ta marque, par exemple? Je dirais que après j'ai mon environnement familial, comme je te disais au tout début de l'interview, où il y a ce côté entrepreneurial, mais aussi le côté passion. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils mettraient dans des domaines très différents, hein, mais je vois mes grands-parents, ils travaillaient tous dans des domaines dans lesquels c'était leur passion. Ma mère, elle est enseignante et c'est vraiment sa passion. Enseigner, elle a toujours aimé ça. Elle adore ses élèves, c'est vraiment c'est son truc. C'est une passion. Mon père était jockey professionnel, donc il a la passion du cheval. C'est quelque chose. Et en fait, j'ai grandi dans ça. Donc pour moi, en fait, ça a toujours été une évidence depuis que je suis enfant de travailler dans un domaine de passion, en fait, avant l'entrepreneuriat. Et du coup, en fait, je pense que c'est ça principalement qui m'a inspirée et qui m'a toujours. Parce que c'est vrai que pour le coup, autour de moi, même quand j'étais à l'école, beaucoup me disaient, c'est impossible. Enfin, en fait, c'était plus mes amis ou les camarades de classe ou les professeurs qui disaient c'est impossible, alors que moi, dans mon cercle familial, moi j'avais l'impression que tout le monde autour de moi travaillait dans la passion. Donc pour moi, ça me semblait. Pour moi, c'était une évidence en fait. Faire un travail pour juste travailler et gagner sa vie et ne pas aimer aller travailler, pour moi, c'est impossible. D'ailleurs, j'y arrive pas. J'ai déjà fait des boulots salariés comme ça, juste pour dépanner, et je tiens pas. Franchement, je tiens pas à 48 heures. Ouais, c'est pas ton truc. Non. Non, mais c'est important aussi de servir un peu de son cercle familial pour évoluer, pour grandir. Non, mais c'est hyper important et je vois même dans tous les créateurs et tous les entrepreneurs qu'on rencontre, il y a toujours une part d'inspiration, justement comme toi, soit dans le côté familial ou soit dans une rencontre, dans un événement qui a changé un peu le cours des choses après, quoi. Pour clôturer un petit peu, est-ce qu'on a des projets, est-ce qu'il y a des projets pour Inaléa dans les mois ou dans les semaines à venir dont on n'est pas au courant pour eux? Là, projet, je dirais, du coup, je vais essayer de faire des pop-up. Essayer de faire des lieux physiques. Donc, j'aimerais bien aussi peut-être faire la foire de Paris. Alors, pas celle du printemps, parce que c'est un peu trop juste pour moi à préparer. Je sais qu'on me l'a proposé. Mais j'aimerais bien du coup faire celle d'automne. Ok. Si c'est possible. Alors, je sais qu'il y a le salon du Made in France aussi, là où pour le coup c'est des marques. Peut-être, ça va être aussi, peut-être plus en partenariat avec d'autres marques, parce que du coup c'est aussi assez cher pour y participer. Mais c'est ça, c'est principalement du coup des pop-up physiques, je pense que. Et alors après, collection, peut-être il y aura une collection hiver, je sais pas trop encore si je lance une toute nouvelle collection ou si je relance peut-être des anciens produits avec des nouveaux coloris, parce que je sais que par exemple sur ma collection d'hiver de l'hiver dernier, on m'a demandé d'autres coloris dans les mêmes modèles, donc à voir aussi en fonction un peu de la demande, je vais voir aussi. Je suis pas fixée. Ok. Pour clôturer l'interview, nous chez le Prêt à France, on adore travailler en musique, ça nous motive dès le matin, ça nous motive justement à entreprendre aussi, à développer des projets. Est-ce que toi, tu as une musique en ce moment qui t'anime et qui te motive le matin pour te lancer sur les nouveaux projets Inaléa? J'ai une musique que j'entends beaucoup à la radio ou quand je suis en voiture, c'est ABC de Gayle. Oui, je la trouve assez punchy et j'avoue qu'à chaque fois que je l'entends, ça me donne la patate. Ça te donne de l'énergie pour commencer la journée. Voilà, c'est ça. Super, en tout cas merci beaucoup Carole pour cet échange, toutes les informations que tu nous as apportées et puis toute ton expérience aussi en tant qu'entrepreneuse. Ça nous a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir également. Super. Merci Charlotte. Merci.